bonsoir le chat, comment ça va? Je baisse tout de suite un petit peu la musique. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis un petit peu au-dessus de la musique, je pense. Comment ça va? Comment ça va? Moi j'ai froid. Je caille, d'où mon accoutrement. J'ai très froid. Là, ça commence à bien le faire. Je me suis mis en bédouin pour essayer de survivre. Voilà. Bah, j'espère que ça va pour vous. Moi, j'ai eu quelques soucis à régler et d'autres que j'ai pas pu régler, notamment sur la chaîne YouTube. Bon, bah, j'ai coupé la musique, ça ira très bien. Sur la chaîne YouTube où la dernière rediff, pour une raison que je ne m'explique pas, le son est complètement décalé. Et, et le plus con, c'est que j'ai supprimé le fichier d'origine qui est plus dispo sur Twitch. Donc bon, si vous regardez le replay en différé, en podcast, juste en audio, bon, ça gêne pas trop, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Mais bref, je ne m'explique pas en fait pourquoi ça fait ça. Ça, ça me saoule un peu. Bref, comme promis hier, c'est revue de presse aujourd'hui parce que j'avais pas pu faire revue de presse vendredi pour cause de rendez-vous, rencontres avec notamment François Ruffin, mais pas que. Du coup, cette semaine, je pense qu'on va pouvoir aller dans le vif du sujet tout de suite. Cette semaine, on va parler de beaucoup de choses. On va d'abord commencer avec un papier de Mediapart qui nous reparle en fait du fameux commando de la fac de Montpellier. C'est en 2018. Il y avait à l'époque un blocage, une occupation de la fac de droit de Montpellier pour je ne sais plus quoi exactement. 2018, ça devait être peut-être la réforme des retraites? Non, je ne sais plus. Bref, mais on va le voir dans l'article. Et cette occupation a été très violemment réprimée et il y a eu notamment un commando de fascistes, il n'y a pas d'autre mot, notamment de la Ligue du Midi, qui sont rentrés avec l'aide du doyen de la fac et qui ont tabassé les étudiants dans leur sommeil, quoi. Donc les images étaient très violentes, ça avait beaucoup tourné à l'époque et visiblement le jugement avait lieu aujourd'hui et qu'est-ce que nous apprend Mediapart? 4 prévenus étaient jugés en appel pour leur implication dans la violente évacuation de la fac de droit de Montpellier en 2018. Le procureur a demandé la confirmation des condamnations prononcées en première instance. L'ex-doyen, qui n'avait pas fait appel, a été désigné comme l'artisan du commando. Bon, ça c'est des choses qu'on savait, mais il me semblait qu'il avait été acquitté, mais on verra ça, on verra ça un petit peu en détail, quoi. C'est un article qui date d'hier. Et en plus, je vous ai retrouvé une vidéo, une interview de France 3 Région, où le fameux doyen Philippe Pétel assume en fait complètement les violences et explique oui en fait les violents c'est ceux qui se sont fait tabasser, etc. Et qui comprend en fait ces pauvres étudiants qui ne pouvaient pas aller en cours, oh là 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 là, et qui du coup devaient tabasser les autres étudiants du coup qui luttaient pour leurs droits. Bref, euh, un charmant personnage. Ensuite, on va sortir les dossiers qui fâchent,
qui fâche un peu la gauche. Euh, j'ai not- j'ai volontairement fait un titre putaclic sur Twitter, mais qui est pas tant que ça putaclic. À la France insoumise, le flou de la réorganisation suscite des inquiétudes. Euh, Si les garanties sont données aux militants insoumis en vue d'améliorer l'implantation locale du mouvement, la composition de la nouvelle direction, restée jusque-là à la direction d'une poignée de cadres, fait craindre de mauvaises surprises. En gros, pour faire simple, la France insoumise, sans surprise, pour ceux qui gravitent un peu à gauche, etc. La France insoumise a très mauvaise réputation quant à sa démocratie interne. Et visiblement, en 2022, ça ne change pas, puisque la nouvelle direction a été nommée par une poignée de cadres. Il n'y a pas de congrès en fait à France insoumise. Et il n'y a pas de vote des militants, etc. D'ailleurs, bon, militants, pendant un temps, pour être militant France Insoumise, il fallait juste s'inscrire sur un site internet. Donc, bon, euh, c'est très compliqué en fait. On voit que la FI a un peu du mal avec le concept de démocratie interne. Et enfin, on terminera avec un sujet complètement différent. Un article de Street Press cette fois, qui veut bien se charger, s'il te plaît. Allez, pop hop. Donc Guyane, un village amérindien ouais, ça. Guyane, un village amérindien se dresse contre la centrale électrique d'un proche de Macron. C'est un article de Street Press qui nous on raconte que pour installer sa centrale électrique, l'entreprise Meridiam, fondée par un proche du président, a rasé une partie d'une forêt vivrière traditionnelle des Amérindiens. Les autochtones organisent la résistance. Alors, sur ce papier, avant qu'on commence, il me semble que le thème amérindien est de plus en plus mal vu par les peuples autochtones, même si j'imagine que pour une question de référencement, c'est plus pratique et c'est moins, c'est moins what the fuck que indien d'Amérique, même si ça devient la même chose. Mais bref, le terme amérindien est assez mal vu. Enfin, je sais qu'au Canada, c'est comme ça que ça se passe. Qu'on essaie de pas parler de peuple amérindien, mais on parle de peuple autochtone, de Première Nation, etc. Native American, c'est le terme employé aux États-Unis, par exemple. Donc bref, mais en tout cas, un article intéressant. C'est vrai qu'on se préoccupe assez peu de nos colonies. Oh, pardon, de nos dom-toms. La Guyane, par exemple, qui a, je suis désolé de le dire, hein, mais encore des restes d'administration coloniale. Et on verra ça tout à l'heure. On va commencer par les fachos de la fac de Montpellier. Alors, qui passait en jugement du coup là, on est 4 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est de ce fameux doyen, le doyen qui a ouvert et même qui a orchestré, en fait, d'après le procureur, ce commando d'attaque, quoi. On va voir ça tout de suite. Donc je disais, commando de la fac de Montpellier en appel, le parquet droit dans ses bottes. 4 prévenus étaient jugés en appel pour leur implication dans la violente évacuation de la fac de droit de Montpellier en 2018. Le procureur a demandé la confirmation des condamnations prononcées en première instance. L'ex-doyen, qui n'avait pas fait appel, a été désigné comme l'artisan du commando. Montpellier héros. C'est un article de Cécile Hautefeuille. Qui je crois écrit sur les groupes fascistes, mais je peux me tromper. Minimiser, nier, faire endosser la responsabilité à un autre, telle est la ligne de défense déployée par les prévenus, jugés devant la cour d'appel de Montpellier, ce vendredi 9 décembre 2022. La stratégie n'a pas payé. Le procureur s'est dit
convaincus de leur culpabilité et a requis la confirmation de leur peine. Le jugement a été mis en délibéré au 28 février 2023. Donc bon, on verra ce qu'il en est en février, quoi. Ils sont 4 sur 7 condamnés en première instance à avoir interjeté l'appel, à appel. Voilà le vocabulaire juridique que je maîtrise pas trop. L'ex-professeur de droit, Jean-Luc Coronel, de Boissaison, et sa compagne, Patricia Margan, Thierry Vincent, un militaire à la retraite, et Martial Roudier, fils du fondateur du groupuscule identitaire La Ligue du Midi. Eh ben oui, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et bonjour Alternate 28, bonsoir camarade, salut, et bienvenue à toi, c'est la première fois que tu parles dans ce chat. Installe-toi, pose-toi, on parle de fachos qui tabassent des étudiants. Euh, Pose-toi, ça va être sympa non, mais intéressant en tout cas. Les trois premiers, sont, les trois premiers ont, en juillet 2021, été condamnés à 6 mois de prison ferme, le dernier à 1 an ferme. Le professeur Coronel avait également écopé de l'interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 1 an. Sur ce dernier point, Serge Cavaillé, le procureur, a aussi demandé la confirmation de la peine. Exactement, la bonne ambiance avec des fachos qui tabassent dans les facs. Mais 2018, tiens, je sais pas si tu un peu fait des luttes, mais je sais pas. C'était en 2018 que le commando de Montpellier avait tabassé des étudiants à la fac, mais je sais plus c'était quoi les combats en 2018, parce que c'était avant les Gilets jaunes. Et c'était après. Ah, c'était peut-être la réforme du code du travail Macron. C'était peut-être ça. C'était peut-être contre la loi travail Macron en 2018. Je ne sais plus très bien. J'espère qu'ils vont le rappeler dans l'article parce que j'avoue que 2018, c'est une année qui me semble assez morne niveau militantisme. Surtout comparé à 2019, pour le coup. Pop, 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 pop. Non, regardez-moi ces têtes de facho. Franchement, moi, surtout celui-là, enfin, il a la tête de l'emploi, hein. Il a la tête du facho, mais c'est du facho un peu guindé. C'est le facho qui a de l'argent, mais surtout de la culture. C'est le facho qui a des livres. C'est pas forcément le cogneur, même si du coup, lui, il cogne, mais il a la tête du facho. Ça me- Ouais, oui, mais moi non plus. Moi, je me souviens surtout, Alternate 28, moi, je me souviens surtout des images de la fac de droit qui étaient virées par le commando. C'était hyper violent. C'était hyper violent à l'époque. Et ouais, je crois qu'ils avaient attaqué dans leur sommeil et tout. C'était avec des barres de fer, des bouts de bois, etc. C'était d'une grande, grande violence. Et oui, comme tu dis, on a toujours un peu la gueule de ces idées. La phrase fétiche des petits fachos. Eh ben, bon, écoute, des fois, on peut pas leur donner tort, hein. Du coup, les 4 prévenus étaient rejugés pour leur participation au désormais tristement célèbre commando de la fac de droit de Montpellier. Dans la soirée du 22 au 23 mars 2018, un groupe armé de planches de bois et d'un taser avait fait irruption dans l'amphithéâtre pour déloger plusieurs dizaines d'étudiants qui protestaient contre la loi relative à l'orientation et à la réussite éducative. D'accord, c'était contre ça, du coup. Ça devait être une énième loi de Blanquer et peut-être, je sais pas si c'était Vidal à l'époque, ministre de l'Éducation supérieure, mais une énième loi pour détricoter les facs et les mettre en concurrence entre elles. Une évacuation brève, à peine 2 ou 3 minutes, d'une grande violence documentée par une série de vidéos, voir notre article. Je,
je le mettrai après, plusieurs étudiants avaient été blessés, notamment à la tête. L'ancien doyen, Philippe Pétel, condamné en 2021 pour complicité de ces violences, avait écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 2 ans. N'ayant pas fait appel, il n'était pas présent à l'audience ce vendredi. Mais son nom et surtout son implication ont abondamment nourri les débats. Philippe Pétel a été maintes fois désigné par Jean-Luc Coronel et sa compagne comme le véritable instigateur de l'attaque. Celui qui prépare et décide seul de lancer un assaut. Quand eux se contentent de l'exécuter, oh mais oui, c'est vraiment des pauvres choux. Hein. Ils ont été contraints et forcés d'aller tabasser des étudiants endormis à coups de bout de bois, quoi. C'est vraiment trop triste leur vie. Hein. Moi, je suis vraiment. C'est pas de ma faute. C'est l'autre qui m'a forcé. Après, je doute pas que ce soit peut-être le chef de cette petite bande, mais surtout vu que les fachos adorent les chefs. Mais bon, je, je trouve ça effarant. Euh, des sympathisants ou militants d'extrême droite. Il a bon dos, Pétel s'est écrié l'avocat de l'université, unique partie civile dans cette affaire. Il n'est pas là et les absents ont toujours tort. Il y a une responsabilité. Et ne l'a pas contesté. Mais on veut tout lui mettre sur le dos, a-t-il poursuivi dans sa plaidoirie. En première instance, le rôle central avait été attribué à Patricia Magrand. Donc c'est la compagne de Coronel, si tu comprends bien. Désignée par le procureur de l'époque comme l'élément qui relie tout le monde, qui recrute et pilote. Le soir des violences, la compagne du professeur Coronel l'avait rejoint à la fac, accompagnée de ses amis, des militants ou sympathisants d'extrême droite. Ceux-là même qui vont participer à l'évacuation Manu Militari de l'amphithéâtre. Quelques heures plus tôt, ils assistaient tous ensemble à une conférence de la Manif pour tous contre la PMA. Et c'est vraiment les lieux de rencontre les lieux de rencontre géniales. Ça commence à la PMA et ça finit par tabasser des étudiants de 20 ans. C'est exceptionnel. C'est du thé, hein. Je sais que je bois ça dans mon shop à bière, mais c'est du thé. Hein. Ici, on ne boit que du thé et de l'eau. C'est tout. Du coup, les petits fachos qui ont commencé qui ont eu leur idée de commando à la manif pour tous. Donc ils se sont rencontrés dans une conférence de la manif pour tous contre la procréation médicalement assistée au château de Flaugergue, je sais pas comment ça se dit, à Montpellier. S'il y a des Montpelliérains qui m'écoutent, Flogère, je sais pas comment on dit. Du coup, d'accord. Donc, ils allaient à leur château, et entre deux petits fours, ils se dit, eh mais, est-ce que ce serait pas mal? Franchement, ils nous font chier là, les étudiants de gauche, ces sales gauchistes à faire un blocage de la fac. D'ailleurs, ce n'est pas un terme blocage, je pense que c'était juste une occupation d'amphithéâtre. Euh, mais franchement, et si on les tabassait pas un peu dans leur sommeil, hein? Ah, c'est une excellente idée, Charles-Henri. Faisons ça. Où est-ce que j'ai noté? Oui. Interrogé par le président de la cour d'appel, la quinquagénaire réfute ce rôle central. Au minimum, vous êtes une interface, au pire, une organisatrice. Sous quelle étiquette êtes-vous plus à l'aise lui demande-t-il. D'une voix bien moins intimidée qu'en première instance, elle répond. Certainement pas une instigatrice. Puis elle charge l'ex-doyen Pétel. Selon elle, il s'est montré très intéressé par la venue de ses amis, perçus comme un possible renfort. Il nous a expliqué il nous a expliqué ce qu'il voulait faire et il nous a expliqué son plan.
Mais vous n'étiez pas obligé d'y souscrire, répond le président. C'était lui l'autorité légitime, justifie Patricia Margan. Ouais. Bon, il a beau être doyen de fac, ça légitime pas de tabasser des étudiants ou même n'importe qui dans son sommeil, quoi. C'est... Ah mais non, c'était le doyen de la fac, on était obligé de tabasser ses étudiants. Vous comprenez? Le plan Pétel face au plan Coronel. Son argument sera balayé quelques heures plus tard par le procureur pendant ses réquisitions. Dans cette affaire, on essaie de se retrancher derrière l'action de ce commandement de l'autorité légitime qui pourrait exonérer la responsabilité. Mais cela exclut, et le code pénal est clair là-dessus, les actes illégaux. Et chasser ces personnes à coups de taser et de planche n'est pas un acte illégal du tout. N'est pas un acte légal du tout. Excusez-moi, j'ai bugué. Quoi? C'est légal de tabasser et de foutre un coup de taser sur des étudiants. Donc, tranche Serge Cavalier, qui est, je crois, le procureur. Questionné sur les cagoules dont disposaient ses amis, Patricia Margan a une explication. Elle venait du service d'ordre qu'ils assuraient au château de Floguer. Ils avaient besoin de cagoules pour faire le service d'ordre, s'étonne un assesseur. Ça se fait, paraît-il, sourit-elle. Ça se fait chez qui? Pas de réponse. C'est vrai que pour le coup, oui, à part chez les fachos, j'ai jamais vu de service d'ordre en cagoule, quoi. Oui, parce que, voilà, même les Black Blocs qui, pour le coup, à gauche, ont des cagoules, pour des raisons évidentes, bah, ils n'ont pas de service d'ordre en général. Donc bon. Puis si tu fais un rendez-vous tranquille, genre une conférence, t'as vraiment pas besoin de cagoule, hein. Calme-toi, hein. Interrogé en dernier, Jean-Luc Coronel livre un récit similaire, accablant l'ex-doyen. Il va être extrêmement intéressé et rassuré qu'il y ait des effectifs nouveaux. Ah, je comprends pas cette phrase. Il va être extrêmement intéressé et rassuré qu'il y ait des effectifs nouveaux, dit le professeur à propos de l'arrivée de Patricia Magran et de ses amis. Ce que je ne sais pas, et que je vais comprendre ensuite, c'est que le doyen présente un plan qui a été mûri sans que j'en ai été informé. Un plan audacieux, sinon téméraire, poursuit-il dans un phrasé toujours châtié. Lui jure avoir proposé un autre plan, celui d'organiser une assemblée générale le lendemain en présence des étudiants de la fac de droit opposés au blocage et de déloger ainsi les occupants de l'amphithéâtre qui n'appartient pas à la fac de droit. Opposant le plan Pétel au plan Coronel, il le maintient, l'ex-doyen a décidé seul de l'intervention. Non mais on s'en fout, mec, t'as pu proposer ton plan de merde, mais t'as quand même... Enfin, il a quand même tabassé des gens, quoi. C'est exceptionnel, quoi. C'est... ah mais on n'est pas responsable. Il ne s'agissait pas d'un commando, et je n'y étais pas à la tête, insiste-t-il face à l'avocat de la partie civile. Donc vous n'avez dans ce dossier aucune responsabilité, lui demande ce dernier. La cour en jugera. Bah j'avoue que d'après les éléments qu'on a dans cet article, j'ai ma propre opinion. Et j'espère que vous avez la même que moi. Euh, Martial Roudier continue de nier sa présence. Coronel réfute ensuite avoir commis des violences, lui qui a été mis en cause par 2 témoignages. Au mieux il se trompe, au pire il mente. Le complot. Le complot antifasciste pour emmerder les anti-antifascistes. Bien sûr, ces pauvres gens. Euh, Si on comprend bien, dans cette affaire, tout le monde ment, sauf vous, raille le procureur.
C'est un peu vrai. Il se défend pas très bien pour un prof de fac de droit. Quand même, ils sont pas très doués. Plus tard, dans ses réquisitions, on dira à propos du professeur: Coronel, c'est la totale, c'est un fromage et le dessert, à la manœuvre pour l'organisation et à la manœuvre également. Et malheureusement, pour la commission des violences, la culpabilité ne fait aucun doute. Et Alteret 28 qui y ajoute: les arguments des fachos pour justifier leur action, c'est toujours un régal, des friandises intellectuelles. Oui, c'est pour ça que je voulais lire cet article, parce que je sentais que ça allait être très drôle pour nous, et en même temps, c'est pas si drôle que ça, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont été blessées hein, dans cette histoire. Et j'avoue, je me rappelle plus du taser, mais bon, déjà tabasser quelqu'un avec des bouts de bois quand il dort, c'est vraiment hardcore. Mais le taser, c'est une arme, quoi. C'est même pas une arme comment on dit enfin, c'est une arme catégorie C. Non, c'est catégorie D, je crois, le taser. Donc bon, c'est un peu hardcore, quoi. C'est pas une arme par destination, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Serge Cavaillet se montre tout aussi convaincu de la culpabilité de Martial Roudier, le seul à avoir toujours nié toute implication, y compris sa présence dans l'enceinte de la fac ce soir-là. L'homme a un casier judiciaire très étoffé, 6 condamnations entre 93 et 2013, dont 4 pour des violences. Il a notamment été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour avoir poignardé dans le dos un militant antiraciste de 16 ans en 2008. Ah oui, le gars a des antécédents. Ah ouais, putain, le type a poignardé un, un ado de 16 ans quoi. Waouh, vénère quoi. Ces condamnations sont égrenées pendant de longues minutes par le président, puis le procureur enchaîne. Après cela, comprenez-vous qu'on vienne douter que vous n'ayez pas participé aux événements? C'est évident que mon casier pèse lourd dans la balance, répond Martial Roudier. Des étudiants, membres du commando? Point d'interrogation. Il le martèle, il n'a rien fait. Il était en dehors de l'enceinte de la fac, en train de couvrir l'événement avec un collègue en qualité de journaliste bénévole. Pour le site internet identitaire, euh, Langado, Langado Info. Ça va être un truc de scène nazi. Langado Info. Ok, pourquoi pas. Euh, ah non, Languedoc Info. Ok, c'est peut-être en Languedoc, voilà, parce qu'ils doivent être en mode l'Occitanie. Martial Roudier faisait partie de la bande d'amis de Patricia Margan et l'avait accompagné car ce qui se passait à la fac était un scoop. Problème, son binôme de l'époque a affirmé ne pas l'avoir croisé ce soir-là. Puis Margrand, face au policier, l'a désigné comme membre du groupe ayant délogé les étudiants avant de revenir sur ses déclarations. Dernier élément à charge, des vêtements et des chaussures correspondant à ceux d'un assaillant, casquette vissée sur la tête, ont été retrouvés au domicile de Martial Roudier. Ça, c'est un petit peu bête, mon cher Martial. Des vêtements très répandus, c'était justifié, allant même jusqu'à montrer l'étiquette de son pantalon au président de la cour. C'est la marque Célio, je porte toujours ça, parce que ma mère m'offre des cartes cadeaux Célio pour mon anniversaire. Ah oui, mais vous avez les mêmes vêtements que l'agresseur. Oui, mais attendez, c'est ma mère qui m'offre... C'est ma mère qui m'offre des cartes cadeaux. Je suis désolé de le dire, mais le commando... Oh, il n'est pas là. Vous voulez dire que ce sont des étudiants qui occupaient ce commando? Interroge le président. Au moins la moitié. Ce n'est pas logique et qu'ils ne soient pas là. Les gens qui sont assis derrière moi, les prévenus, ils n'ont pas la stature malgré toute la sympathie que j'ai pour eux. En face, les mecs, les étudiants bloqueurs, ils sont chauds.
et il bénéficie d'une impunité absolue. Ah, bien sûr, les bloqueurs, étudiants et bien sûr, la police les emmerde jamais. Et la fac, j'imagine que c'est pareil, surtout la fac de droit. C'est exceptionnel. Ah oui, la justification Célio, c'est pas mal, Alteret 28. C'est vraiment drôle, je trouve. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels, ces gens-là. Et j'adore. Mais ça, c'est un truc que disait Pétel tout de suite. En fait, justifier l'attaque, c'est fait par d'autres étudiants. Mais en fait, si je comprends bien les investigations, prouvent le contraire. Que c'est pas des étudiants du tout qui ont attaqué le blocage. C'est des profs ou des gens qui ont rien à voir, des fachos lambda qui ont rien à voir. On va voir d'ailleurs si YouTube le veut bien. Un petit témoignage, ça dure 1 minute, du doyen de la fac, le fameux Philippe Pétel, juste après l'attaque. C'est interrogé par France 3 Région. Et il justifie en fait l'attaque. On est à une époque, je crois, où il n'est pas encore mis en cause. La France 3 l'interroge parce que voilà, le doyen de la fac. Et il justifie les violences. Est-ce que tu vas te lancer? Non. Et oui, c'est un fail. C'est un fail en beauté. Écoutez, je refresh la page et on va essayer de la voir après. Mais c'est des gens exceptionnels, hein, je trouve. Ils sont magnifiques. C'est un petit rebondissement. Aucun étudiant n'avait jusqu'alors été désigné comme faisant partie du commando. Dans son témoignage face à la cour d'appel, le professeur Coronel a d'ailleurs lui aussi lancé ce lourd sous-entendu. Il y avait là aussi des personnes que je ne connaissais pas, des étudiants je suppose. À 2 reprises, le militaire a aussi évoqué l'attentat commis au Bataclan en 2015. Et quel rapport entre un attentat commis au Bataclan par des islamistes de Daesh et le fait de tabasser des étudiants? Je me demande bien qu'est-ce que ça peut foutre. Lors du premier procès, l'absence de certains membres du commando avait été dénoncée par les parties civiles. 8 étudiants qui s'étaient désistés dès le début de l'audience, dénonçant une accusation partiale et incomplète, et la volonté de ne pas chercher tous les membres du commando armé. En appel, Martial Roudier a d'ailleurs dit partager leur point de vue. Le procureur a néanmoins requis contre lui la même peine, 12 mois ferme, mais y a ajouté la possibilité d'une surveillance à domicile sous bracelet électronique. Le membre de la Ligue du Midi était le seul, en première instance, à ne pas en bénéficier. Si la Cour décide d'un aménagement, ce ne sera pas excessif, a donc suggéré Serge Cavaillé. Enfin, à propos de Thierry Vincent, le dernier prévenu, le procureur a écarté l'argument de l'état de nécessité. Le militaire, colonel à la retraite, est le seul à avoir totalement assumé sa participation et les violences. Oh oui, oui, oui. Moi j'assume. J'assume, c'était la nécessité. Il fallait empêcher la guerre civile ou je ne sais quelle connerie. Et tabasser des étudiants. Bien sûr, évidemment. Parce que c'est ça qui sauvera la France. Pour sauver la France, il faut tabasser des étudiants. C'est évident. Tout facho, c'est ça en fait. Pour sauver la France, il faut tabasser des étudiants. C'est dans le manuel du petit facho. Vous saurez ça maintenant. J'espère que vous l'appliquerez. Hein. Toc, 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 où est-ce que j'en étais? Tout en estimant n'avoir rien commis d'illégal, en agissant sous les ordres du doyen et surtout dans l'intérêt de la fac, occupée par des professionnels de l'agitation, des gens qui ne sont pas peace and love. Oui, parce que j'imagine que le colonel
À la retraite, il est peace and love. C'est un hippie en fait, le colonel à la retraite. La meilleure solution aurait été que le préfet fasse son travail et ordonne à la police d'intervenir. La pire ait été de laisser la fac aux anarchistes. Oh oui, les anarchistes, oh, ils sont partout, dans les facs. On a trouvé une solution médiane. Ok, d'accord. Donc, tu veux pas laisser un mouvement social en cours, du coup, la police joue pas au cow-boy. Du coup, tu dis, ah bah écoute, moi je veux jouer au cow-boy. Moi je suis un cow-boy dans l'âme. Et on tabasse. C'est exceptionnel, je trouve. Selon Thierry Vincent, l'ex-doyen Pétel a été traîné dans la boue et aurait dû être félicité. À deux reprises, le militaire a aussi évoqué l'attentat commis au Bataclan en 2015 et osé la comparaison. J'ai agi comme j'espère que j'aurais agi au Bataclan. J'aime bien cette image. Si des gens étaient intervenus, il n'y aurait pas eu de mort. Ah oui, donc il nous fait un truc à la Trump. Parce que c'était Donald Trump qui avait, au moment de l'attentat au Bataclan, avait sorti que oui, si la France était un pays comme les États-Unis, qu'il y avait des armes partout, et ben il n'y aurait pas eu de mort. C'est vraiment de ce niveau-là, quoi. Et Alternet28 qui ajoute: Je me demande si ce n'est pas ça le pire dans leur mode de pensée. Tout ça est cohérent et leur violence découle directement de ça. Ils sont tellement en flip du moindre écart à l'ordre que c'est cohérent de tabasser les gens qui dans leur sommeil. Oui, je suis d'accord avec ton analyse. C'est à la fois drôle et flippant en fait. C'est flip drôle, comme on pourrait dire. Mais vraiment, c'est. En fait, c'est des gens avec qui du coup, tu peux pas raisonner en fait. Tu peux pas raisonner parce que ils sont à fond dans leur délire et dans leur démarche et à l'image de complotistes. De toute façon, être d'extrême droite, c'est forcément être complotiste, croire à un ou deux complots, ne serait-ce que sur la race, etc. Donc des choses qui sont totalement fausses. Mais ouais, c'est vraiment des trucs abusés, quoi. Et j'avoue que la comparaison au Bataclan, enfin, moi j'en rigole, mais c'est assez vénère, quoi. C'est assez vénère. Euh, Et l'assesseur l'interrompt. La comparaison me gêne, c'est une opinion personnelle. Oui. Et Altered28 qui ajoute MDR, oui, flip rule, c'est le bon mot. Leur mode de pensée est tellement éclaté qu'il en est risible, mais leurs actes sont complètement flippants. Mais c'est ça ainsi le problème en fait du fascisme, c'est que ils sont ridicules. Et ça, c'est le camarade de Franck Brusset qui l'avait bien expliqué, je trouve, dans une vidéo qu'il avait faite que j'ai revue récemment sur Papacito. Papacito, c'est quelqu'un de complètement ridicule, hein. C'est un mauvais acteur, un comédien raté, quel- quelqu'un qui écrit des livres très médiocres et tout ce qu'il fait est risible au plus haut point. En même temps, il est flippant parce qu'il a des flingues, il a des armes et il sort énormément de conneries, mais il, il peut sortir de la violence pour imposer sa connerie, quoi. Ah bah, Altered28, tu manques rien, hein. Si t'as pas beaucoup vu Papacito, franchement, tu économises des points de santé mentale, hein.
Tu économises des points de santé mentale, hein. Mais c'est. De toute façon, si quand t'en as vu un, tu les as presque tous vus, hein. Ah, ok, entre les fachos, il y a des différences. Des subtilités, hein. Tous les fachos sont pas pareils et tous les fachos défendent pas la même chose. Souvent, ils se foutent sur la gueule aussi. Parce qu'il y en a un qui est plus antisémite qu'il n'est anti-arabe. Ça, c'était entre Conversano et Soral. Mais c'est. Moi, en vrai, parfois, je me dis, écoutez, j'ai quelques camarades Antifa qui font de la veille vraiment sérieusement à fond dedans, mais ils sont fatigués et ils deviennent un peu parano, mais je pense à raison hein, après ça. Hein, moi, je fais de la semi-veille. Je regarde un petit peu, mais des fois je débranche hein, parce que sinon oui, je suis en mode film drôle. Je ris jaune en fait quand je vois ça. Eh oui, ouais, t'as bien raison, Altered. Où est-ce que j'en étais oui, donc pas laisser la fac aux anarchistes. Silence dans la salle après la comparaison avec le Bataclan. Le procureur reprend. Vous avez parlé d'évacuation à moindre frais, mais pour qui? Pour la fac? Répond le colonel à la retraite, citant un autre campus de Montpellier longuement occupé et dont les dégâts constatés ont été estimés à 300 000 euros. Ok, voilà, il lui a dû avoir quelques chaises cassées, des trucs comme ça, des tags peut-être, enfin, il y a dû avoir de l'investissement dans la peinture, j'imagine. Quelle horreur. Ça valait bien le coup de tabasser des gens. Hein. Un rassemblement contre la réintégration de Coronel. Ah, du coup, c'est ce prof de fac là qui est réintégré. D'accord. À propos des coups portés à la fac de droit, Thierry Vincent parle de violence raisonnable. La plupart des étudiants ont eu un jour d'ITT. Ce n'est peut-être pas extraordinaire, minimise-t-il, glaçant. Dans son réquisitoire, le procureur s'adresse à lui. Rien, absolument rien, ne saurait justifier que l'on soit cru autorisé de se substituer aux autorités publiques. Bah après, bon ça dépend. J'ai pas exactement le même point de vue que ce procureur, mais notamment si bah, en face c'est des fascistes. Parce que voilà, c'est pareil. Franchement, c'est un peu saoulant en fait de comparer la violence antifasciste à la violence fasciste. Hein. C'est vraiment des choses qui sont complètement comparables, bien sûr. Non, non. C'est en fait, bah, je sais pas, mais euh, c'est- en fait, les violences fascistes vont s'en prendre aux personnes. Ils vont faire des ratonnades, ça s'est vu à Lille par exemple, ou à Lyon. Ils font des ratonnades, ils tabassent des personnes racisées, ils tabassent des féministes, etc. Euh, En face, la violence, entre guillemets, antifasciste, même s'il peut y avoir de la violence, effectivement, bah, c'est une violence de défense, en fait. De défense si populaire. Ça peut être juste, voilà, on se rassemble avec les gens du quartier, par exemple, pour virer quelqu'un qui a rien à faire là et qui est là pour faire des violences, en fait. Donc, moi, ça m'énerve toujours quand il y a des comparaisons comme ça. On met dos à dos antifasciste et fasciste. Ça m'énerve un peu. Tac. Bon, après, les autorités publiques, souvent, elles sont un petit peu d'un côté. Hein, j'ai pas envie de me mentir. Et donc, le procureur et demande que la peine du militaire, 12 mois de prison avec 6 mois de sursis, soit confirmée.
Alors ça, c'est quelle photo? Un rassemblement a été organisé le 9 décembre en marge du procès en appel contre la réintégration à la fac de Jean-Luc Coronel. D'accord, donc c'est lui qui va être, qui est en passe d'être réintégré. Moi, je pensais que c'était, j'avais mal lu du coup. Je pensais que c'était l'ex-doyen qui allait être, enfin qui était en passe d'être réintégré. Concernant le professeur Coronel, si sa peine est confirmée, il ne pourra pas réintégrer la fac de droit de Montpellier en 2023. Tout dépendra de la décision du tribunal. Car sur le volet disciplinaire, la révocation à vie, décidée en première instance, a été réduite en appel à 4 ans d'interdiction d'enseigner, ce qui pourrait lui permettre de revenir en début d'année prochaine. Le ministère de l'Enseignement supérieur et l'université, qui ne veut plus le voir dans ses rangs, ont porté l'affaire devant la Cour de cassation. Mais le pourvoi n'est pas suspensif. Oula, ça c'est du vocabulaire, c'est du jargon de, c'est du jargon de juriste. Donc le pourvoi n'est pas suspensif. J'imagine que ça veut dire que voilà, entre ce passage en appel et le passage à la Cour de cassation, il peut y avoir un certain temps qui se passe, et pendant ce temps-là, ce prof peut être réintégré, quoi. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la Cour d'appel de Montpellier en marge du procès contre sa possible réintégration et pour une sanction pénale lui interdisant d'enseigner. Euh... Donc Alteret28 qui dit: moi j'avoue que le mot violence, j'essaie de pas trop l'utiliser. D'un côté, t'as des gens qui participent à des systèmes de domination qui mutilent et tuent, de l'autre, des gens qui luttent contre ça. C'est plus long à dire, mais je trouve ça plus précis. Ça évite de résumer l'affaire à violence contre violence. Ouais, t'as raison. Bah après aussi, bon ça c'est tout un débat dans lequel on va pas rentrer parce que sinon le live va durer 8 heures. Mais voilà, la violence politique, etc. C'est tout le débat de la violence politique. Euh, Même en dehors voilà, de la violence contre les fachos, qui pour moi se discute pas. T'as voilà, le fait, par exemple, la violence contre les patrons qui exercent une violence sociale forte. Bon, après, je ne sais pas. Effectivement, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser des termes comme tu utilises, Internet. Après, c'est vrai que c'est long. Ça passe pas dans un tweet, ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Une cinquantaine de personnes, du coup, se sont rassemblées dans la cour d'appel en marge du procès pour une sanction pénale lui interdisant d'enseigner. Selon Jean-Jacques Gandini de la Ligue des droits de l'homme, la présence de Jean-Luc Coronel face à des étudiants pose un sérieux problème. Oui, je confirme. Il est d'extrême droite, ça le regarde bien sûr, mais il est chargé d'enseigner le droit et toutes les valeurs que ça représente. Et puis accessoirement, il tabasse des étudiants dès qu'ils se mettent ensemble pour lutter, quoi. Il cite en exemple la présence du professeur lors de la manifestation d'extrême droite réclamant justice pour Lola en octobre dernier et récupérant le drame de cet enfant supplicié à Paris. On en a parlé d'ailleurs dans ce stream. Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, parce que quand j'ai remis la VOD en ligne sur la chaîne YouTube, c'est l'une des vidéos, c'est la VOD la plus vue de la chaîne pour l'instant. J'ai mis Lola dans le titre. J'ai même pas mis de miniature avec la tête de Lola parce que voilà, respect de la famille qui ne veut pas que son image soit utilisée. Voilà. Mais c'est la vidéo la plus vue. Et j'ai eu un raid de facho. Un raid léger, hein, j'ai eu que 5 commentaires, hein. Mais un raid de faf sur cette vidéo.
pour dire que voilà, c'était la défense de cette petite fille, oui, qu'il fallait virer les Arabes, entre autres choses bien sympathiques. Alors, moi, je le dis ici, hein, moi, franchement, je prends pas de gants, hein, je vire tout, hein. Tous les trucs un peu fachos, même où je me pose des fois la question, je viens. Y a pas de question à avoir. Donc Jean-Jacques Gandini souligne aussi que Coronel a participé début décembre à un forum de la dissidence en compagnie d'une partie de l'extrême droite française dont la tête d'affiche était Renaud Camus, théoricien du grand remplacement. Bah oui, les esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent. Et du coup ça c'est quoi? Jean-Luc Coronel a participé début... Ouais ça, ok. Est-ce qu'on peut pas l'avoir en plus grand? Non. Bon, j'imagine que ça, on verra pas énormément. Ah si, voilà. Face aux persécutions universitaires, Jean-Luc Coronel de Boissaison. Ah oui, c'est vrai, il y a une particule. Il a deux noms et c'est une particule avec. C'est Jean-Luc Coronel de Boissaison. Déjà, attends, déjà c'est non composé. Ok. Ensuite, c'est prénom composé. Plus une particule. Mais attends. Exceptionnel, hein. C'est le bon faf bourgeois, hein. Bien comme il faut. Ce média montpelliérain, Le Point. Et c'est le média montpelliérain Le Point qui a repéré la participation du professeur de droit. Son intervention euh, intitulée Faire face aux persécutions universitaires. En guise de présentation, ces quelques lignes. Comment le fait d'avoir brièvement évacué des occupants extérieurs et illégaux voulant bloquer une fac contre la volonté des étudiants peut-il aboutir à la révocation d'un universitaire et sa condamnation à prison ferme? Bah non, en plus il est condamné avec sursis. Franchement, c'est un mensonge. Ah oui, Altarat qui rajoute presque envie de lâcher, on a toujours un peu le nom de ses idées. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La crise de l'université se double d'une volonté épuratrice sous la présidence Macron. Bah ça c'est un peu vrai, mais c'est pas... Disons que Macron, Blanquer et Vidal, ils ont plus fait la chasse aux islamo-gauchistes qu'aux profs fachos, hein. Et moi j'étais plus étudiant à l'époque. Enfin, si, j'ai arrêté d'être étudiant au début du quinquennat Macron. Du coup, j'ai pas vu, voilà, tout ce qui a été mis en place sous Blanquer et compagnie. Ça, je vous laisse ça à vous autres, les jeunes, les jeunes. Mais ouais, ça a l'air un peu vénère, quoi. Et la chasse aux islamo-gauchistes, c'est pas un truc inventé par. C'est pas un complot anarchiste, hein, c'est. C'est un truc qui est vraiment dit, quoi. Donc purger les profs fachos, ça, c'est pas demain la veille. Interrogé par l'avocat de la partie civile, voulant savoir s'il cautionnait ce propos, Jean-Luc Coronel a de nouveau évacué toute responsabilité. Évidemment, je n'ai pas rédigé la chose. Ce n'est pas un dossier politique, mais il y a quand même des connotations politiques, conclura l'avocat représentant l'université dans sa plaidoirie. On prône la réaction par la violence, et pour certains, on s'en félicite. Mais, euh, mais je n'ai pas entendu beaucoup de regrets. J'ai entendu beaucoup de minimisation. Eh oui, 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 c'est vrai. Écoutez, c'était plutôt intéressant, plutôt affligeant, je trouve. C'était un peu drôle, un peu flip drôle. Euh, C'était même très flip drôle, je trouve, comme article. Je vous mets le lien dans la description. Hop.
est-ce qu'on va pouvoir voir du coup... Ah, il a pas envie. Oula. Ouais, je sens que là, l'ordi il chauffe. Alors, hop, voilà. Je vais réussir. Est-ce que je vais réussir? Non. Ah, ok. Bon. Voilà, j'ai réussi. Bon, je vous ai mis le lien dans le chat du coup de l'article qu'on vient de lire. Euh, on va voir du coup l'article de l'époque de Mediapart. Agression d'étudiants, le doyen de la fac de Montpellier démissionne. Alors, hop, j'enlève ça. Ah, je sens que le PC rame bien, hein. Après l'agression d'étudiants, le doyen de la fac de Montpellier démissionne. Donc c'est vraiment pas très longtemps après, hein. Parce que les faits, ils ont eu lieu quand? Je ne sais plus. Ah, la vidéo n'est plus disponible, dommage. Est-ce qu'on va pouvoir avoir... Remarque, je sais pas si je peux vous montrer des vidéos d'attaques fascistes. C'est pas forcément un truc chouette à montrer sur Twitch. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'était ouais, effectivement film drôle. Et ben, bonne soirée à toi, Internet, et n'hésite pas à repasser dans ce live. Tu seras toujours le bienvenu, camarade. Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'on va entendre le petit facho, le petit doyen facho ou pas? Je suis désolé, hein, vraiment, des fois Internet rame de ouf. Prochaine fois, j'essaierai de télécharger à l'avance les vidéos pour que ça galère moins. Les articles, il n'y a pas trop de mal une fois qu'ils sont chargés, mais les vidéos... Moi, je ne demandais qu'à voir la police toute la journée. Je ne l'ai pas eu, au grand désespoir des étudiants qui étaient autour de moi. Hein. On attendait la police parce que en fin d'après-midi, l'évacuation aurait pu être faite par la police sans aucune difficulté. Hein. Et à un moment, il y avait une trentaine, une quarantaine d'occupants que la police aurait pu évacuer sans aucune difficulté. Et on a laissé passer cette fenêtre et à ce moment-là, les étudiants qui étaient autour de moi l'ont très mal pris. Hein. C'est vous vouliez avoir fait rentrer ces gens-là? Oui, absolument. Je n'ai fait rentrer personne. Il y avait une bonne cinquantaine d'étudiants qui étaient là. Hein, et ils ont voulu se défendre. Voilà. Et moi, je ne peux pas les blâmer. Pour vous, c'est des étudiants en fait qui étaient contre cette occupation? Absolument. Les étudiants en droit qui étaient là étaient tous contre l'occupation. Mais il y avait les personnes cagoulées qui sont intervenues. Alors là, si certains étaient cagoulés, décagoulés, j'en ai vu de temps en temps, mais enfin, c'était plutôt dans le clan des occupants. Hein. Moi, je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement. Voilà, du coup, bon, déjà, le type te raconte que c'est des étudiants qui ont tabassé... qui se sont tabassés entre eux, quoi. Donc, c'est l'époque où on ne sait pas encore on n'a pas encore fait le lien entre ce doyen de la fac et l'attaque fasciste contre les étudiants en lutte de Montpellier droit. Et le type te raconte que ouais, non mais ils l'ont bien cherché quand même. Ils l'ont bien cherché hein, de se faire tabasser comme ça et tasé. D'ailleurs, je suis même fier de ces étudiants qui ont pris les armes pour lutter pour leurs droits. Oui. Écoutez, je vais juste faire une petite pause pipi. Moi, je reviens tout de suite.
Et puis ensuite, on continue, du coup, avec, à la France Insoumise, le flou de la réorganisation suscite des inquiétudes. Voilà. Avec la nomination de Manuel Bompard, qui devrait prendre la tête de la France Insoumise. Voilà, moi je vous laisse, je reviens tout de suite. À toutes. Bon, pause pipi terminé. On reprend les bails. Alors, après les fachos, on va, on va peut-être en énerver certains parmi vous, parce qu'on va parler de la France Insoumise. On va bitcher un peu sur la France Insoumise, mais pas d'inquiétude. Voilà, on va parler des problèmes, parce que voilà, il faut parler des problèmes. Mais ne sortez pas les armes, s'il vous plaît. Alors, ça, on va en parler avec une enquête, du coup, de Mediapart, toujours, écrit à 4 mains par Mathieu Dejean et Pauline Grohl. À la France Insoumise, le flou de la réorganisation suscite les inquiétudes. Si les garanties sont données aux militants insoumis en vue d'améliorer l'implantation locale du mouvement, la composition de la nouvelle direction, restée jusque-là à la direction d'une poignée à la discrétion d'une poignée de cadres, fait craindre de mauvaises surprises. Voilà. Bon, en gros, moi je l'aurais pas titré exactement comme ça, mais j'imagine qu'ils n'ont pas, ils ont pas eu envie de se taper un shitstorm avec les Insoumis, mais moi j'aurais titré la France Insoumise montre encore une fois sa non-démocratie interne. C'est un truc, bon voilà, c'est si vous êtes dans le milieu militant, c'est un truc connu et que même pour le coup, certains militants insoumis reconnaissent qu'il n'y a pas de démocratie interne à la France Insoumise. Il y a plus de démocratie interne au Parti Socialiste qu'à la France Insoumise. Alors qu'ils truquent les votes. C'est connu qu'au congrès du Parti Socialiste, les votes sont truqués. Mais il y a plus de démocratie interne au congrès du PS qu'au congrès de la France Insoumise. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel, je trouve. En fait, effectivement, il n'y a pas eu de congrès en fait des militants. Donc, à un moment où on vote la ligne du parti depuis la création du parti, quoi. C'est une tradition très spéciale quand tu veux créer une nouvelle république parce que l'actuelle est pas démocratique. Bon, bref. Bitchon. Mais commençons un peu cet article. Beaucoup de discussions, des questionnements partagés et de vives inquiétudes. À la veille de l'Assemblée représentative de la France Insoumise, LFI, qui réunit samedi 10 décembre à Paris 160 personnes, un tiers de cadres et 2 tiers de militants tirés au sort. Le processus de réorganisation du mouvement, engagé depuis le mois de septembre, fait l'objet de crispations en interne. En cause, d'abord, son manque de transparence. Les grands travaux de cette réorganisation ont été menés à partir d'ateliers réalisés aux amphis d'été de LFI par 15 dirigeants, parmi lesquels les députés Manuel Bompard, Adrien Coulouet, Paul Vanier ou encore l'eurodéputé Manon Aubry, qui ont tenu une trentaine de réunions depuis le mois d'août. Celles-ci ont abouti à la constitution d'un texte indiquant plusieurs réformes de grande ampleur, tirant les leçons de l'expérience désastreuse de l'après-présidentielle 2017, reflux militants, série de crises internes et faibles résultats aux élections intermédiaires, qui doit être maintenant soumis aux militants. Ok. Et du coup, c'est Manuel Bompard, donc ce député-là, il est député, qui devrait prendre la tête du parti La France Insoumise. Mais les figures du mouvement contactées par Mediapart affirment
n'avoir pas été tenu informé de l'avancée des débats, alors que la composition d'une nouvelle direction est en jeu. On a juste eu quelques fuites et on a lu des choses dans la presse, mais même à la veille des annonces, on a eu zéro info de l'interne, ce qui en soi est déjà une information. Raillé cette semaine, un député insoumis bien incapable de dire qui ferait quoi dans l'organigramme en construction. Donc un député insoumis, ça veut dire qu'il n'a pas voulu, donner son nom, quoi. Un coup classique hein, dans ce genre d'article. La direction en question, la représentation des différentes nuances politiques de LFI au sein de la nouvelle direction installée pour un an est le principal point de tension. Selon nos informations, ni Clémentine Autain, ni François Ruffin, ni Alexis Corbière, pourtant bons soldats de la Mélenchonie, qui ont en commun d'être les noms qui reviennent quand on évoque un potentiel successeur de Jean-Luc Mélenchon, ne se serait vu attribuer de poste de la coordination de LFI. Après, François Ruffin, si je dis pas de bêtises, il gravite autour de la France Insoumise, mais il n'est pas membre, hein, je crois. Hein. Bon. Après, à voir, hein, mais c'est... Bon, après, je bitch, je pense plus sur François Ruffin que sur la France Insoumise en général. Euh, Bref. Où est-ce que j'en étais? Tac. Pour l'instant, seuls 2 parlementaires insoumis sont prévus pour y siéger, ce qui pourrait évoluer dans les prochaines heures. Jean-Luc Mélenchon y est, lui, attendu en tant que président de l'Institut de la BOC. Ok, c'est quoi l'Institut de la BOC? Cette coordination se réunira toutes les semaines, aura notamment pour mission de traduire en action de terrain les orientations politiques du mouvement. Elle aura aussi la main sur la gestion du budget de LFI au moment où l'organisation n'a jamais disposé d'autant d'argent du fait du financement public relatif aux législatives qui ont suivi le bon score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais aussi des cotisations des 75 députés qui versent 12% de leur salaire au mouvement. Ok. Or, cette direction politique qui Or, une direction politique qui veut prendre le pouvoir en 2027 doit agréger, pas écarter, souffle un élu. Il est souhaitable que, dans la direction politique d'un mouvement de 75 députés qui compte plusieurs dizaines de milliers de militants, toute nuance du mouvement soit représentée. Abonde le député Éric Coquerel, l'agresseur. Qui disait lui aussi espérer en faire partie à la veille de l'Assemblée représentative. Ouais, bon, Éric Coquerel... Ouais. Une ultime réunion devait avoir lieu pour de derniers ajustements à ce sujet le 9 décembre au soir. L'architecture générale que nous peinons à comprendre reste des plus gazeuses, explique Clémentine Autain. Et ça, c'est un peu en réponse à une phrase célèbre de Jean-Luc Mélenchon. C'est voilà que la France Insoumise est un mouvement gazeux, donc on sait pas trop bien. Enfin, c'est un peu spontané, quoi. Bon, ça vaut pas grand-chose en vrai. C'est gazeux, mais c'est moi qui décide, quoi. Dans ce climat d'opacité, certains redoutent que la réforme officielle, destinée selon les mots de Manuel Bompard à faire changer de nature un mouvement politique en forte croissance, qui a quasiment quintuplé son nombre de députés, ne se solde en réorganisation superficielle qui, au mieux, conduirait à maintenir le statu quo et, au pire, à intensifier l'accaparement du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Ouais, je pense que ce sera la deuxième solution. Hein. Ouais. Donc bon, la France Insoumise, toujours les meilleurs quand il s'agit de créer une structure démocratique avec de la démocratie interne. Euh,
On peine à retrouver l'effort de pluralisme prétendument recherché. L'architecture générale que nous peinons à comprendre reste des plus gazeuses, glisse Clémentine Autain. Les militants et les sympathisants vont-ils s'y retrouver ? Il y a de quoi être perplexe, cela risque au contraire de fragiliser notre mouvement et notre cohésion. Alors Clémentine Autain, pour rappel, alors moi je suis pas à fond, je suis pas à Usul, hein. Moi, les bails de la France Insoumise, je les connais vite fait. Mais bon, Clémentine Autain, c'est une des figures à gauche du parti de la France Insoumise. Clairement, elle est à la base de Ensemble. Donc Ensemble, le parti de gauche, pas Ensemble, le nouveau nom de En Marche, qui n'a rien à voir. Mais du coup, Ensemble, qui était un regroupement de petites formations de gauche, parfois issues du NPA, parfois issues des Verts, et, euh, et d'autres, et qui s'est regroupé pour essayer de faire un poids face au front de gauche, et enfin dans le front de gauche face à Jean-Luc Mélenchon et ses amis et au Parti communiste. En gros, c'est ça l'histoire. Et du coup, ils sont plus. C'est la gauche de la France Insoumise, clairement. Les Insoumis ont ainsi découvert dans une dépêche AFP le 8 décembre que Manuel Bompard, l'ex-directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, élu dans les Bouches-du-Rhône, s'apprêtait à devenir le coordinateur du mouvement en remplacement d'Adrien Quatennens, mis en retrait après avoir admis des violences conjugales. Ouais, voilà. On a parlé aussi sur cette chaîne, sur ce stream d'Adrien Quatennens, etc. C'était une des premières revues de presse qu'on a fait, et je crois que c'est la première revue de presse qui est dispo sur la chaîne YouTube de Medusa. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez un petit récap de la situation, même si la situation a un peu évolué depuis. Notamment, il y a eu une plainte de la femme d'Adrien Quatennens, et pas juste une mise en demeure, il me semble. Bref. De même, le flou demeure sur la manière dont sont désignés les responsables des différents pôles, programmes, communication, actions militantes, formations militantes, etc., qui composeront cette coordination. Tout cela s'est fait par cooptation, regrette Clémentine Autain, qui a postulé pour être membre du pôle communication, un poste qui, selon ses informations, avait déjà été attribué à Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, là, vraiment, pour le coup, Sophia Chikirou, je pense que c'est l'une des pires. L'une des pires à France Insoumise, hein. Son passage à direction du média l'a bien montré. Enfin, c'est vraiment pour le coup une des plus antidémocrates au sein du mouvement. Antidémocratie interne, je veux dire. Pas forcément antidémocratique, mais pas. Après, bon, quand dans ton propre mouvement tu mets pas en place de mode de décision démocratique, est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, comment dire, disons que ça rassure pas en fait sur qu'est-ce que ces gens pourraient faire s'ils étaient à la tête de l'État, quoi. Voilà, pour parler clairement. Mais oui, Sophia Chikirou, pour le coup, c'est beaucoup plus à droite que Clémentine Autain. Et qui est aujourd'hui députée, et qui a été ancienne directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon pendant les deux présidentes présidentielles, et qui, en 2017, a avoué que voilà, elle n'hésitait pas à mentir clairement pour son candidat, quoi. Même mentir éhontément, quoi. Donc c'est un petit peu la Sibeth Ndiaye de Jean-Luc Mélenchon. Clairement, je pense qu'on peut les comparer, hein. Pardon. Par la suite, Clémentine Autain s'est dite disponible pour plusieurs tâches, mais personne ne l'a rappelé.
Quoi qu'il en soit, la répartition des rôles dans cette coordination, mais sans vote, mais par consensus, le consensus est entre guillemets, hein. C'est, oui, n'est pas sans poser quelques questions de démocratie interne, non sans déconner. Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Ah oui, d'accord. Ok. Justifie Manuel Bompard, qui estime qu'il est par exemple difficile d'imaginer un député comme Éric Coquerel, également président de la commission des finances, prenne en plus de ses actuelles attributions la tête du pôle du mouvement au sein de la coordination des espaces. Moi, bah là pour le coup, Éric Coquerel, c'est pas bien grave hein, qu'il soit plus, qu'il ait pas de grosse place dans le mouvement vu ses petits antécédents. Bon après, enfin non, je vais pas m'étendre sur Éric Coquerel. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est comme un Quatennens, hein. Même si les faits reprochés sont pas de même nature, c'est. Bon. Est-ce qu'il devrait avoir une place de choix dans le mouvement? Est-ce qu'il devrait pas plutôt être suspendu? Voilà. Mais encore une fois, c'est des décisions, ça. Suspendre un Quatennens, pas suspendre, etc. C'est Il n'y a pas de démocratie interne pour décider ça, quoi. C'est vraiment la décision des chefs, la décision des cadres, etc. Et bon, le reste suit, quoi. C'est très dommage, c'est très bizarre, surtout, pour le coup. Pa. Où est-ce que j'en étais? D'où l'idée, apparue cette semaine, de créer un conseil politique d'une quarantaine de personnes. Si on ne sait pas à ce stade qui désignera formellement les membres de ce cercle, François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Éric Coquerel, mais aussi les représentants de micro-partis alliés à LFI comme Émeric Caron pour la REV, Révolution écologique pour le vivant, pourraient, selon Manuel Bompard, y trouver leur place, si tant est qu'ils acceptent. Car le doute continue de planer sur les motivations présidant la création de cette nouvelle instance, véritable volonté de présenter toutes les nuances politiques en interne ou l'autre consolation pour les personnalités ne faisant pas partie de la coordination. Ce conseil est sorti du chapeau cette semaine. Quelle est sa véritable fonction interroge Clémentine Autain, manifestement pas convaincue. Ce conseil sera le cimetière des éléphants, cingle un autre, qui pointe la fréquence de réunion de ce conseil toutes les 6 semaines, qui a de quoi le rendre sceptique. Quand on dirige un mouvement politique, on ne se réunit pas tous les mois et demi. Oui, c'est vrai, hein, surtout de la taille de la France Insoumise, je pense que là tu peux te réunir toutes les semaines, hein, quand même. Voire 2 fois par semaine. Plus optimiste, la députée Aurélie Touvet voit dans la nouvelle organisation une sorte de décalque des organisations associatives. La coordination opérationnelle ferait office de bureau et le conseil politique de conseil d'administration, qui définit la stratégie, décrypte l'ancienne porte-parole d'Attaque, qui souligne toutefois qu'il faudra être vigilant à ce que le conseil politique joue pleinement son rôle et que l'ensemble des instances inclut une pluralité des voix. Et ça, tu vois, c'est le problème parce que t'as pas d'instance démocratique. Alors bon, là, je sais que là, du coup, on est très sur le formalisme, etc. Et que bon, moi qui suis anarchiste, enfin, Média, c'est le média qui traite l'actualité avec un prisme économiste libertaire. Bah, voilà, c'est pour moi, tout ça, c'est impensable en fait. Je pourrais pas être dans une organisation qui a un fonctionnement pareil. Avec des usines à gaz, comme un conseil, machin chose, et puis une coordination qui se réunit, mais on sait pas qui c'est qui a décidé quoi, et puis on sait pas comment révoquer ça, et machin, bidule. Euh, même, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Euh,
il s'est autodésigné en fait. Effectivement, alors, les insoumis vont dire que oui, quand Jean-Luc Mélenchon s'est désigné, enfin, a proposé sa candidature, il a dit oui, en fait, si 200 000 personnes signent ma pétition, voilà, je serai votre candidat. Ok, mais c'est pas une primaire, c'est pas une désignation du candidat de manière démocratique comme ça peut avoir lieu dans d'autres mouvements. Je pense au PS par exemple. C'est dingue de dire ça, mais le PS pour le coup a une démocratie interne qui fonctionne mieux que la France Insoumise. Alors qu'ils truquent leur vote. C'est connu. Alors, d'après ce que j'ai compris, Jean-Luc Mélenchon, quand il a créé la France Insoumise, il était encore, et même le parti de gauche avant, il était encore traumatisé un peu des congrès du Parti Socialiste qui étaient très éprouvants et où les votes étaient truqués, c'est sûr. Euh, mais du coup, bon, quand il a créé ses mouvements, il a dit pas de congrès, je décide. Ce qui est un petit peu, pour le coup, une décision autoritaire, quoi. L'apparition d'échelons intermédiaires. La même vigilance est mise du côté des militants. Ceux-ci voient certes d'un bon œil les annonces faites sur la réorganisation du mouvement, qui va vers une meilleure prise en compte des réalités locales. Cette position avait été défendue par Clémentine Autain dans un texte publié juste avant l'université d'été du mouvement. Si les députés occupent aujourd'hui une place de choix dans le mouvement, il me semble que l'implication des membres de collectifs locaux et de personnalités issues du monde associatif est décisive dans l'orientation globale de LFI, écrivit-elle. Une analyse partagée par de nombreux militants insoumis en demande depuis plusieurs années de l'installation d'un échelon intermédiaire entre le groupe d'action, section en langage insoumis, et le niveau national. Ah oui, d'accord, donc il n'y a pas de. Si je comprends bien, il n'y a pas de niveau de région en fait. T'as genre un groupe Marseille, un groupe Lyon, un groupe Saint-Étienne-des-Rouvioles, machin chose. Et c'est direct au national quoi. Il n'y a pas de réunion régionale ou départementale qui pourrait aider en fait à agir localement plus efficacement. Après la présidentielle de 2017, cette absence d'investissement dans l'ancrage territorial avait conduit à laisser les militants en déshérence. Jusqu'à présent, pardon, les élus insoumis, autres que les députés, ne trouvaient pas leur place, notamment les maires, car il n'y avait pas de connexion entre le national et leur travail de terrain. Le groupe parlementaire ne peut pas assumer la direction politique du mouvement seul, estime Julien Poix, militant insoumis lillois et conseiller régional des Hauts-de-France. C'est vrai que, pour le coup, les figures insoumises qu'on connaît bien, c'est quasiment tous des députés. Et des eurodéputés, je pense à Manon Aubry par exemple, qui est une figure un peu connue. Mais le reste, bah, ils sont tous députés. Il n'y a pas un maire, il n'y a pas il y a pas un élu local. Voilà. Bon, ils n'ont pas de président de région, bien sûr, mais c'est particulier, quoi. Et il faut pas négliger ce genre d'élection parce que, par exemple, les régions, c'est énorme hein, comme répercussions financières, comme répercussions politiques quotidiennes en fait pour les gens. Il y a les transports, etc. C'est c'est vraiment un gros truc quoi. Où est-ce que j'en étais? De même, Narwi Kamala, militant roubaisien de 27 ans tiré au sort pour représenter le département du Nord ce week-end, affirme que plusieurs des 40 contributions qu'il a reçues et dont il doit faire la synthèse concernent la prise en compte des élus locaux et la préparation des échéances locales. En arrière-plan,
tous ont à l'esprit la percée et la dynamique du Rassemblement national qui se renforce partout où il y a des élus locaux. Ça, c'est sûr que du coup, pour le coup, le Rassemblement national, il se repose beaucoup plus sur les maires. Le maire d'Hénin-Beaumont, même s'il n'est pas du Front National, Robert Ménard, à Béziers, etc. Les maires, les présidents de région aussi, parce que Marine Le Pen a longtemps été pas président de région, mais membre élu local à la région. Il y a eu Julien Oudoul qui était à la région Occitanie, etc. C'est des figures en fait du Rassemblement National. Alors ok, il y avait pas beaucoup de députés aussi, mais on les connaît bien quoi. On les connaît même très bien. Où est-ce que j'en étais? Le point faible de LFI était l'objet de l'analyse critique du résultat de la présidentielle et des législatives effectuée par François Ruffin, ce qui lui a valu de passer pour un franc-tireur. La base proposée va... Ah pardon, excusez-moi, je bug. La base proposée va dans le sens des demandes depuis de nombreuses années. Maintenant, cela doit se concrétiser. Il serait dramatique que cela ne soit que des effets d'annonce. Ça, c'est Narwi Kamala qui le dit, le militant insoumis de Roubaix. Elle semble finalement avoir été entendue. Dont je félicite Guillaume Ancelet, membre de Picardie Debout. Ah, je connais, il est Guillaume Ancelet, je crois qu'il est... il me semble... Ou alors ça a changé. Mais il me semble qu'il était élu à Abbeville. Pour le coup, il est... c'est chez nous, c'est la Picardie. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, on se félicite Guillaume Ancelet, membre de Picardie Debout, micro-parti de François Ruffin, et ex-candidat aux législatives dans une circonscription très rurale de la Somme. Ah oui, il s'est fait battre par... je crois que lui, il s'est fait battre par le fameux porte-parole des députés du RN. C'est lui qui parle comme ça. Un petit jeune. Silence pour la France, comme dirait Usul. Je crois qu'il s'est fait battre par lui. Cette idée qu'il faut davantage se tourner vers les habitants du milieu rural qui auraient tout intérêt à voter pour la NUPES, au risque qu'ils continuent à s'abstenir ou à voter Rassemblement National, est largement partagée, observe-t-il. Ce qui se passe actuellement, c'est mieux qu'après 2017, où il y a eu une traversée du désert. Il y a au moins une prise de conscience. Ok, d'accord. Le texte, mis en débat lors de l'Assemblée représentative, propose en effet de mettre l'accent sur l'échelon départemental en créant des boucles ou en achetant à terme des locaux dans chaque département, en commençant par les 65 dans lesquels LFI n'a pas de député. De même, le mouvement ouvre la voie à un financement des initiatives locales par la mise en place d'une caisse départementale alimentée par la création d'une caisse nationale de solidarité financière. Mais les insoumis savent aussi que les grandes annonces de la direction du mouvement mènent parfois à des déconvenues. On est conscient qu'on a fait un gros score à la présidentielle, on a grandi. Maintenant, on attend que les moyens dont on dispose ne soient pas uniquement utilisés pour préparer la présidentielle suivante, explique Narwi Kamala. La base proposée va dans le sens des demandes depuis de nombreuses années. Les contributions vont dans ce sens là aussi. Maintenant, cela doit se concrétiser et être pris au sérieux. Il serait dramatique que ce ne soit qu'un effet d'annonce. La France insoumise est à un moment charnière, critiquée pendant des années pour son manque de démocratie interne et son fonctionnement uniquement centré sur l'élection présidentielle. Elle est amenée, par sa position dominante à gauche, à se transformer pour conserver son leadership.
Ouais, bah oui, il faut que vous arrêtiez vos conneries, hein, à un moment donné. Mais certains militants de base craignent la force d'inertie. On est un peu fatigué, tout est encore décidé de manière unilatérale, les élections sont passées, et on a l'impression de repartir dans une campagne permanente. C'est une technique pour nous tenir mobilisés, regrette Adrien, un pseudonyme, militant parisien, pourtant fidèle à Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, la crise déclenchée par la mise en retrait d'Adrien Quatennens est le symptôme d'une organisation trop dépendante de destin personnel. Ce début de réorganisation, qui se voulait comme sur le mode collégial, prouve qu'il y a encore des progrès à faire pour en assurer la pérennité. Eh ben, pas mal comme article, moi je trouve. Bon, après, ça va, il n'y avait pas d'insoumis dans le chat. Peut-être qu'il y en aura sur YouTube pour la rediff. Mais ça va, c'était quand même un article de fond. Alors, c'était un peu, voilà, sur les pratiques militantes, hein, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment c'est fait de l'intérieur, quoi. Comment c'est fait de l'intérieur parce que ouais, la démocratie interne, même si t'es juste en fait un votant pour la France insoumise, même si tu votes juste pour eux, voilà, aux élections, t'es pas militant et tout, bah c'est important en fait. S'il n'y a pas de démocratie interne, comment tu peux démontrer que tu vas faire preuve de démocratie externe, j'allais dire, une fois président de la République, par exemple. C'est c'est particulier quand même. Je vous ai mis du coup dans le chat, comment dire, le lien vers l'article qu'on vient de lire. Ça fait presque 2 heures qu'on est en stream et on va continuer avec toute autre chose. On quitte la France métropolitaine et on va parler, on va en Guyane. Les autochtones ne contestent pas le projet, mais sa localisation, Guyane, un village amérindien, se dresse contre la centrale électrique d'un proche de Macron. Donc les autochtones ne contestent pas le projet, mais sa localisation, du coup. C'est un article de Street Press par Samuel Zralos, que je ne connais pas. Pour installer sa centrale électrique, l'entreprise Meridiam, fondée par un proche du président, a rasé une partie d'une forêt vivrière traditionnelle des Amérindiens. Les autochtones organisent la résistance. Bon, là, on est sur toute autre chose que ce qu'on vient de lire par rapport à la France soumise, même par rapport tout à l'heure à les fachos. Mais je trouvais ça intéressant en fait de se décentrer un peu de notre politique politicienne métropolo-centrée. Guyane. Euh, Vous voyez ce qu'ils font à notre forêt lance Roland Jabert. Ah, pardon, excusez-moi, je bug sur les noms. Roland Sabéré. Sabéré. Je vais l'appeler comme ça. Sabéré. Yopoto, chef coutumier dans la langue locale, se tient debout sur le tronc d'un arbre abattu, entouré des villageois, d'un d'Amérindiens de toute la Guyane et de quelques militants écologiques venus en soutien. Je suis désolé, je suis désolé Street Press, je n'ai pas de thune pour te faire un don. Euh, j'ai j'ai zéro thune en ce moment, du coup, je te ferai pas de don Street Press. Et je suis fier de vous voir, notre jeunesse motivée et prêt à vous battre jusqu'au bout pour nos terres. Les jeunes, la plupart masqués, rugissent leur approbation, colère et détermination plein les yeux. Certains agitent en rythme le drapeau des 6 peuples amérindiens du territoire. Nous sommes sur le chantier de la future centrale électrique de l'Ouest guyanais, Seog, à moins d'1 kilomètre du village de Prospérité, à cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Maroni et Mana,
à l'ouest de la Guyane, territoire français en pleine Amazonie, coincé entre le nord du Brésil et le Suriname. Et donc voilà. Ah d'accord. Yopoto c'est un titre du coup. Yopoto de prospérité. Donc Roland Sabéré. Ouais. En pleine jungle amazonienne déforestée quoi. Et ça aussi, parce que c'est un truc dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube par rapport aux campagnes de réforestation. Vous savez, quand une entreprise fait une action qui va dégager beaucoup de CO2 ou va être très dommageable au climat, ils disent toujours, oui mais on va replanter des arbres tout de suite après. Ça met des années à repousser, hein. Quand je dis des années, ça peut être 40-50 ans, quoi. Et il y a des entreprises, pour pas citer Total, qui par exemple plantent des arbres, les font pousser 10 ans, 15 ans, et puis les rasent après, quoi. Donc bon, dans le genre euh, capture du CO2, c'est vraiment une arnaque, quoi. Une première mondiale solaire hydrogène. Partout où se pose le regard, ce n'est que boue, arbres tombés et traces de véhicules. La forêt secondaire qui se dressait là est en train de disparaître pour laisser place à un projet industriel d'ampleur prévu pour fonctionner sur 25 ans et censé fournir jusqu'à 10 000 foyers à l'ouest du territoire en électricité. Une centrale de 140 hectares, soit l'équivalent de 200 terrains de football, dont environ la moitié doit être occupée par des rangées de panneaux solaires. La CEOG est une première mondiale, d'après ses promoteurs, les sociétés françaises Meridiam et Hydrogène de France, HDF. Il s'agira en effet d'une centrale électrique hybride solaire hydrogène. Les 75 hectares de panneaux solaires vont collecter de l'énergie qui sera ensuite stockée et transportée dans des bouteilles grâce à de l'hydrogène. D'accord, ok. Pourquoi pas Du coup, c'est quoi en fait, ils vont utiliser l'énergie solaire pour fabriquer de l'hydrogène avec l'électricité et, euh, et du coup, ça stockera l'énergie, si je comprends bien. Ok, pourquoi pas. Ça me semble un peu foireux, hein. Comme tout ce qui touche à l'hydrogène, ça me semble un peu foireux. Mieux encore, la centrale est censée produire de l'électricité, comme une centrale électrique thermique, mais sans carburant ou combustible, et sans générer de bruit, ni de fumée, ni de gaz à effet de serre, ni de particules fines. Enfin, sauf quand tu vas la construire, quoi. Seog ne consomme que du soleil et de l'eau, et ne produit que de l'électricité et de la vapeur d'eau. Seog produit localement une électricité consommée localement. Cette technologie permettra d'économiser 39 000 tonnes de CO2 par an par rapport à une centrale thermique classique. Se, se réjouissent les représentants des investisseurs. Des promesses qui expliquent certainement en partie la vitesse à laquelle le projet a été validé par l'État en 2019, moins d'un an après le dépôt de la première demande. La proximité de Thierry Déot, fondateur de Meridiam, avec Emmanuel Macron, est peut-être une autre explication à cette autorisation express, bien rare en Guyane. Le grand patron de CEOG a en effet rencontré le chef d'État en 2014 à Bercy. Il a aussi aidé à lever des fonds pour sa première campagne présidentielle à l'occasion des fameux dîners de Londres. Ah oui, les fameux dîners londoniens avec Emmanuel Macron. Le chef d'entreprise a par la suite accompagné le président de la République dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal ou Meridiam, et c'est aujourd'hui de vendre une centrale hybride en vantant le succès de la centrale de l'Ouest guyanais, pourtant pas encore sortie de terre. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment tu vends ton projet sur plan quoi. T'as même pas d'équivalent à proposer, enfin pour voir, pour montrer en fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Il y a vraiment une vibe un peu EPR, mais version solaire et hydrogène, quoi. Tac, où est-ce que j'en étais? Ah, j'ai la bouche sèche. Autre élément surprenant, pas moins de 3 anciens conseillers des gouvernements macronistes ont quitté la fonction publique pour rejoindre Meridiam. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes en 2020, est aujourd'hui directeur des investissements locaux durables à Meridiam. Jimmy Brun est passé des cabinets d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron au bureau sénégalais de l'entreprise. Et Philippe Ploquin, enfin, conseiller énergie, industrie et innovation au ministère de la Transition écologique, est aujourd'hui directeur du cabinet de Thierry Déo. C'est le pantouflage, on adore ça, le pantouflage, c'est trop la joie. Mais ouais, ça pantoufle de ouf là, chez la Macronie. Ouais. Mais ça, je sais même pas si c'est légal en vrai. Enfin, j'imagine qu'il y a une période d'1 ou 2 ans où tu peux pas changer, aller d'un ministère à une entreprise un, où ta fonction ministérielle aurait pu avoir des impacts. Euh, mais enfin, c'est un peu sale pour le coup. Sur une forêt vivrière amérindienne, Roland Chaberet et le reste des Kalina, j'espère que je prononce bien, je suis pas sûr, l'un des 6 peuples amérindiens du territoire qui ont survécu à la colonisation de prospérité, ne remettent pas en question les belles promesses écologiques de Méridien. Ils ne s'opposent pas au projet en lui-même, mais à sa localisation. L'entreprise a entamé la destruction de leur forêt vivrière traditionnelle, dans laquelle ils chassent, pêchent, transmettent aux jeunes générations la connaissance de la faune locale. Une forêt dont ils attendent depuis 30 ans que l'État reconnaisse comme leur et qu'on demande aujourd'hui d'abandonner entièrement. Ouais. Donc voilà du coup les images avec le drapeau autochtone. Du coup, avec, si j'ai bien compris, les 6 peuples qui vivent sur cette terre. Euh, ouais, qui se mobilisent du coup pour empêcher la déforestation, quoi. L'entreprise, de son côté, rappelle avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires. Elle affirme que son impact écologique et environnemental est réduit au minimum, que le projet s'intègre parfaitement dans son environnement et une empreinte au sol minimale. Ouais, super colonial aussi, donc à faire. On prend une forêt vivrière où subsistent des populations amérindiennes et on rase tout. Mais on a l'autorisation du ministère. Les Kalina et leur soutien accusent Seog de ne pas respecter ses engagements écologiques sur le chantier. Un écosystème en danger. L'Association nationale pour la biodiversité, qui soutient la lutte depuis l'Hexagone, a déposé, le 17 novembre dernier, une nouvelle plainte pour destruction de nids et d'espèces protégées, et de perturbation intentionnelle d'espèces protégées, d'altération de l'habitat d'une espèce protégée, de pollution du milieu aquatique, d'atteinte à la faune aquatique, de réalisation de travaux soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative ayant proposé une dégradation substantielle de la faune et de la qualité de l'eau. C'était dur à dire, j'ai réussi. L'association rappelle que la zone choisie sert d'accueil à la reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux, en tout 41 espèces protégées, dont 5 mammifères sont affectés par les travaux. On peut par exemple citer l'opossum aquatique, très rare et même rarement observé en Guyane. Elle précise que Seog, qui a déjà déforesté 16,5 hectares, n'a mis en place aucune mesure d'évitement, notamment des passages pour animaux qui devraient permettre de limiter l'impact sur la faune,
qu'elle s'était engagée à respecter. Enfin, les plaignants constatent que lors de la déforestation en cours, aucune mesure anti-écoulement n'a été prise. Résultat, les averses du début de saison des pluies ont provoqué des coulées d'eau boueuses rejetées dans les cours d'eau des différents bassins versants impactés par les travaux et dont la pollution des ruissellements en question. Des ruisseaux en question. Oula, j'ai du mal à dire. Ah, c'est bien déforesté pour le coup. Hein. Et puis, c'est vrai que la Guyane, pour le coup, c'est vraiment la terre des projets complètement dingos et complètement inutiles. Il y avait le fameux projet de la Montagne d'Or, qui était porté par un équipementier russe et qui voilà, avait pour projet de créer une immense mine d'or. Et pour miner l'or, il faut de l'arsenic, faut le savoir. Et du coup, l'objectif, c'est, enfin, faut le stocker l'arsenic parce qu'il en faut vraiment beaucoup. Et du coup, ils avaient proposé de faire un bassin d'arsenic, genre un petit étang d'arsenic en fait pour leur usage minier. Et en fait, toutes les études d'impact étaient désastreuses parce que bon, déjà des animaux peuvent tomber dedans, ça dégage des vapeurs toxiques. Et ensuite, on est en forêt amazonienne, donc il y a des fortes pluies, ça peut faire déborder l'étang, qui peut se retrouver ensuite dans le sol, dans les nappes phréatiques, dans les rivières. Et c'est loin d'être bon, quoi. C'est vraiment de la merde. Donc bon, je crois que ça n'a pas été fait finalement, le projet Montagne d'Or. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'endroit des projets inutiles et pharaoniques, quoi. La Guyane. Stratégie de la peur. Dans ses communiqués et dans la presse guyanaise, l'entreprise évacue la question d'un revers de main, en rappelant qu'elle a remporté les procédures précédentes. Elle oublie toutefois de préciser que ça a été dans la plupart des dossiers à cause d'un non-respect des délais légaux côté Kalina. Un classique dans les affrontements juridiques entre autochtones et grandes entreprises. La CEOG refuse catégoriquement tout déplacement de sa centrale. D'abord par principe, pour ne pas perdre aujourd'hui des sommes déjà investies, comme l'entreprise l'explique par écrit à Street Press. À date, sur les 170 millions d'euros d'investissement prévus, 80 millions ont déjà été dépensés. Les fonds déjà engagés ne pourront pas être remboursés. La CEOG ajoute également qu'un tel scénario risque de priver la Guyane de tout nouvel investisseur des projets futurs. Cette affirmation non sourcée semble faire partie d'une stratégie de peur auprès des populations guyanaises. Et c'est vraiment, si vous nous imposez ça, on va partir ailleurs, quoi. Et pensez aux investisseurs qui ne pourront plus investir, qui ne se sentiront plus en confiance pour investir, les pauvres. Du coup, on va déforester une forêt primaire. Voilà. Ah, une forêt secondaire, pardon. Ah, ah, ah. Hmm. Cette affirmation non sourcée semble faire partie d'une stratégie de la peur auprès des populations guyanaises. Dans son communiqué du 9 novembre, la CIOG mettait déjà en garde contre un potentiel blackout de l'ouest du pays dès 2025 en cas de victoire amérindienne. Ah oui, donc c'est vraiment... les blackouts, c'est la faute des Amérindiens, les vilains. Les investisseurs hexagonaux tentent en parallèle, depuis 2 ans, de décrédibiliser leurs adversaires locaux. D'une part, en accusant les écologistes blancs de manipuler les Kalinas, présentés comme incapables de se soulever par eux-mêmes. Ouais, on est bien dans les stéréotypes racistes, hein, là pour le coup, à fond quoi.
Un journal local a par exemple titré Benoît Urtez, militant local et habitant blanc de prospérité. Donc notre note de la rédaction. L'homme qui murmurait à l'oreille des Amérindiens, dans un article largement basé sur les déclarations de HDF et Meridiam, ou Hydrogène de France. D'accord, donc c'est vraiment sale hein, pour le coup. C'est totalement, c'est comment décrédibiliser la parole des Amérindiens. Et en même temps, tu vois, s'il n'y a pas de relais, ben, je vais cru, hein, mais de relais blanc. S'il n'y a pas de camarades, en fait, européens, que ce soit en métropole ou là-bas, qui sont en solidarité de ces peuples autochtones, est-ce que ils vont être entendus? C'est pas toujours le cas, hein. Franchement, c'est extrêmement rare que les peuples autochtones soient entendus. Donc, bon, après, je dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait des blancs dans les luttes. Voilà, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça peut être une aide en fait pour faire un relais médiatique, par exemple. Parce que les peuples autochtones, les médias s'en foutent, concrètement. Les médias en ont rien à foutre. Et là, on les laisse crever, quoi. Et depuis 2019, en répétant à l'envi que Roland Saberet avait signé un accord et ne respectait pas sa parole, le chef coutumier estime, au contraire, avoir été abusé. S'il admet avoir signé un préaccord avec Seog en 2019, il précise que l'entreprise ne cessait de le harceler d'appels quand lui ne maîtrisait pas assez bien le français à l'écrit pour avoir saisi les subtilités juridiques du document. Il pensait pouvoir se rétracter quand il voulait, ce qu'il a fait au bout de 6 mois d'échanges avec sa population et les autres chefs. Là, il n'avait que 3 mois pour retirer sa signature. Et ça, c'est un coup classique depuis le 19e siècle, hein. Les contrats dans une langue que les personnes ne maîtrisent pas forcément très bien, dans un jargon juridique le plus creux et le plus difficile à comprendre possible, avec des petits caractères, etc., qui font que ben, les populations autochtones se retrouvent niquées, quoi. En fait, elle joue pas à armes légales avec les industries et les populations blanches, quoi, concrètement. Et ça, c'était déjà le cas à l'époque des confédérations iroquoises, quoi. C'était déjà ça à l'époque du début de la colonisation, quoi. C'était ok, enfin, notamment aux États-Unis, on fait un contrat, machin, ok, ça c'est notaire, ça c'est vos terres, on n'y touchera pas. 5 ans plus tard, on casse le contrat et enfin, l'homme blanc, les, les blancs américains cassent le contrat et envahissent les terres. C'est vraiment des sales bails pour le coup. Occuper les terres. Face au blocage complet de la situation, les deux camps sont passés à la vitesse supérieure. Début novembre, Seog a tenté de reprendre les travaux de force et a déboisé une dizaine d'hectares en quelques jours. En quelques jours, quoi. Surtout que quelques jours plus tôt, le 24 octobre, 15 fourgons de gendarmes ont débarqué à 5 heures du matin dans Prospérité pour y chercher 4 personnes. 15 fourgons de gendarmes pour 4 arrestations. Ouais. Dont Roland Saberet, soupçonné de destruction de biens d'autrui commise en réunion et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Une procédure qui fait notamment suite à l'incendie d'une machine de chantier. Les Kalina accusent la foudre en souriant. Un Yapoto arrêté, placé 24 heures en garde à vue, à plus de 100 km de chez lui. C'est une première en Guyane.
Donc on innove encore dans la connerie coloniale. C'est une première Guyane qui a eu le don de définitivement braquer la population, la plupart des autres chefs coutumiers. Dès samedi 29 octobre, rassemblés à Prospérité, une dizaine d'entre eux déclarent la guerre. Ah oui, d'accord. Bon, bah oui, à un moment, Yasna Serginé, Yapoto par intérim d'Organabo, en Guyane, s'exclamait: la guerre pour sauver notre terre, notre mode de vie. Le 9 octobre, le chantier est de nouveau envahi et cette fois, les Amérindiens restent sur place. Ils profitent du long week-end du 11 novembre pour y construire trois carbets. Je sais pas ce que c'est, ça doit être une cabane. Ah d'accord, ça doit être des trucs comme ça. Des habitations en bois traditionnel, sans murs, et s'y relayer pour surveiller les lieux, j'imagine. Dans l'Hexagone, on appellerait ça une ZAD, même si le terme fait débat en Guyane. C'est vrai que ça fait très ZAD, mais bon, après, bon, je peux comprendre que si les autochtones n'ont pas envie d'utiliser ce terme. Christophe Yanouana Pierre, candidat arrivé 4e aux dernières législatives et militant autochtone, prêt à passer Noël et le Nouvel An sur le chantier, préfère parler d'occupation des terres et dit s'inspirer des actions autochtones dans le reste de l'Amérique du Sud. Quel que soit le nom qu'on préfère, le résultat est le même. Les Kalina ne négocient plus et l'affirment haut et fort, conscients de l'enjeu, non seulement pour leur mode de vie, mais pour toute la Guyane. À leurs yeux, Seog est un cheval de Troie. Si le chef s'avérait lâche prise, d'autres projets seront imposés pareil à d'autres villages amérindiens ou non. On met en garde Jean-Philippe Chambrier, présent en tant que secrétaire général du Grand Conseil coutumier. C'était un chouette article en vrai. C'était vraiment un chouette article sur une situation qu'on connaît assez mal en fait en France. Parce que voilà, j'avais pas remis, je vous avais pas remis la capture d'écran. Excusez-moi. Mais c'était un article chouette, je trouve, et et plutôt intéressant sur une situation que ouais, on connaît assez mal. Enfin, vraiment, je pense que la Guyane, en plus, ça doit être avec Mayotte peut-être. L'un des territoires d'outre-mer, ou des départements d'outre-mer, je sais pas d'ailleurs, c'est un dom ou un tom. Ça doit être un département. C'est l'un des départements d'outre-mer qu'on connaît le moins bien, qu'on méprise le plus, je pense. Franchement, à part Kourou, Cayenne. Kourou parce qu'il y a Ariane Espace, et Cayenne parce que voilà, Cayenne est assez connu. On connaît assez mal. C'est vraiment un territoire un peu délaissé et un peu mis de côté, quoi. Bref, en tout cas, je vous ai mis le lien dans le chat, du coup. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pourrait pas se lancer un petit raid? Qui est-ce qu'on pourrait raider d'ailleurs? Oh bah il y a du monde. Il y a du monde. Wesh. On pourrait raider Patchwork. Patchwork, le camarade Patchwork qui fait pas mal de vidéos en ce moment de grande qualité, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait Patchwork en ce moment? Cette mise à feu, c'est vraiment un moment Ça, c'est une putain de pub. C'est une putain de pub de merde. Vive le camarade Jeff Bezos. Bon, oui, et je fais pas de la pub pour Coca-Cola, mais c'est juste un verre que j'ai chez moi. Alors, qu'est-ce qui nous fait le camarade Patchwork? Me l'a demandé. Je ferai comme piste de réflexion, comme piste d'exploration plutôt,
la définition du coup qui est donnée du coup par politique. Il parle de sa dernière vidéo sur la définition de la gauche. Bah écoutez, je pense que je vais vous envoyer là-bas, hein. Ça va être chouette, hein. Écoutez, bah, j'étais ravi de vous avoir. Normalement, on va reprendre. La prochaine revue de presse sera